Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons tous deux au cinéma, Maxime et moi. Bonjour Anne. Bonjour Maxime. Un très bon film, tout de suite. D'ailleurs, la vie est unanime. C'est Monsieur Je sais tout. Absolument. Alors j'avoue que je ne l'ai pas vu, mais effectivement, j'ai très envie d'aller le voir. Allez-y et vous donnerez votre avis la prochaine fois. C'est un film absolument délicieux sur l'histoire d'un jeune autiste qui va transformer la vie d'un joueur de foot qui s'appelle François Prévost, Arnaud Ducret, l'acteur, et ce Vincent Barthaud est le fils d'une huile politique locale. Son père avait un très grand château. Et quand il a annoncé à son père qu'il voulait devenir footballeur, le père lui a répondu « Tu fais ce que tu veux, mais je ne te verrai plus ». Donc, choc prononcé pour ce jeune homme qui va devenir un homme et qui va être traumatisé, bien évidemment. Le malheur, c'est que dans cette famille, il y a aussi une fille qui va quitter le foyer familial, mettre au monde un petit garçon qui se révèle autiste, Léonard, et qui, comme la grand-mère est emmenée à l'hôpital, va atterrir chez ce célibataire endurci qu'est notre héros. Et c'est donc l'histoire de la vie pendant 15 jours de ce jeune autiste, parce que Léonard est autiste, et de son oncle. C'est absolument fabuleux parce que d'abord, le petit autiste, le jeune autiste, joue de façon remarquable et on comprend comment fonctionne un autiste, ce qui est très important. C'est un petit garçon qui a un QI dépassant largement la moyenne. Oui, c'est un autiste Asperger. Un autiste Asperger, et qui comprend très bien la colère de son oncle. Et donc, c'est assez extraordinaire, parce qu'en fait, finalement, dans ce film, tous les personnages sont autistes, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, oui. Sauf le petit garçon, qui, lui, a compris le désespoir et la colère des uns et des autres. Il y a le petit garçon et puis il y a la femme, c'est mon moment féministe, la jeune médecin qui, elle, comprend ce qui se passe et dans la tête du footballeur et dans la tête du neveu. Et puis alors, il y a des scènes délicieuses de drôlerie, des scènes pleines d'humour, profondes, des scènes aussi très très tristes de cette famille qui est massacrée, et on en ressort ému aux larmes et dans un sentiment de bonheur prononcé. Donc allez-y. En plus de ça, ça se passe au bord de la mer entre l'île de Ré et La Rochelle. Que demander de plus? Mais voilà, c'est vrai que le sujet de cet autisme, je dirais haut de gamme, oui. C'est un sujet qui maintenant fait beaucoup parler de lui. D'ailleurs, on en parle dans les médias, oui, on en parle oui. au cinéma, on en parle dans les séries. Il y a notamment une série américaine avec un jeune médecin autiste, Asperger, brillant bien entendu, qui va réussir à gagner. Il y en a plusieurs, séries américaines aussi sur un sujet comme celui-ci. Et c'est très profond parce que ne sont pas traités de la même manière. Mais on voit que cette question de l'autisme est maintenant traitée de manière évidemment différente par tout un tas de structures télévisuelles ou cinématographiques. Donc ce qui montre bien que finalement c'est accepté dans la société. Alors qu'il y a 10 ans ou 15 ans, on n'en parlait pas, c'était presque un tabou. Alors moi, ce que je trouve étonnant, c'est la succession de ces films sur certaines maladies, l'Alzheimer, la paralysie et maintenant le Asperger. Et indiscutablement, des trois, c'est ce dernier, Monsieur Je sais tout, qualité, oui. qui est le plus fin, le plus profond, le plus intelligent. Et vous? Alors moi, j'ai vu un bon film cette semaine. Oui. Ça fait peu, mais mieux vaut 1 que 0. Et on a eu des semaines à 0. Qui s'appelle Otage à NTB. Alors Otage à NTB, pour ceux qui étaient vivants à l'époque, ça leur rappellera quelque chose. Pour ceux qui ne l'étaient pas ou qui étaient trop jeunes, c'est un film qui est donc tiré d'une histoire vraie, qui est la prise d'otage d'un avion Air France, qui allait de mémoire Tel Aviv jusqu'à Paris. Avec une escale. Faisait une escale en Grèce, si ma mémoire est bonne, et qui a été pris en otage par un groupe
qu'on va découvrir dans le film, qui va être emmené d'abord en Libye pour recharger le carburant, puis en Ouganda, à l'époque, à une des époques où ce pays était la victime d'un dictateur absolument taré et en plus sanguinaire, qui est, Dieu soit loué, mort depuis. Et ils vont rester otages pendant 7 jours avec donc ces preneurs d'otages qui ont une revendication politique contre l'État d'Israël qui consiste en fait à libérer un certain nombre de prisonniers qui sont des prisonniers militaires, politiques, liés au terrorisme. Enfin, on les appelle comme on veut suivant le camp dans lequel on se trouve, mais, qui ont été faits par l'État d'Israël. Du coup, on suit en parallèle les otages dans l'avion et dans l'ancien aéroport à Entebbe. On suit en même temps ce qui se passe du côté de l'opposition, c'est-à-dire du côté du gouvernement israélien, avec un certain nombre d'hommes politiques comme Shimon Peres, etc., c'est-à-dire des hommes politiques qui ont quand même ensuite eu un parcours de premier plan dans les années 80 et 90. Et on suit, avec toute une série de flashbacks, la vie des preneurs d'otages, qui en fait sont constitués de 2 groupes. Il y a un groupe qui est un groupe clairement qu'on qualifierait aujourd'hui d'islamiste, c'est-à-dire de gens qui sont là pour la cause des Arabes en Terre Sainte, en Palestine, et des groupes de gens qui sont des gens de l'ultra-gauche, des communistes, des révolutionnaires, allemands en l'occurrence, qui sont des idéalistes. Il y en a un qui est libraire, l'autre, je ne sais plus ce qu'elle fait, quelque chose comme maître d'école, qui vont devenir des preneurs d'otages. Et en fait, le film est assez bien fait. Là, en réalité, on suit les otages, mais d'assez loin. C'est-à-dire qu'on est très peu dans les discussions entre otages et machin, et je suis malade et j'ai peur. Vous voyez, donc, on voit les choses de façon assez macro, ce qui est plutôt positif. Et le montage du film est assez intéressant, puisque en fait, on suit un des militaires, parce qu'évidemment, la fin, c'est une libération des otages par l'armée israélienne qui va déployer l'armée et des voitures jusqu'en Ouganda, ce qui est quand même une opération militaire assez unique en son genre. Et la chose est faite de façon tout à fait savoureuse, parce que par exemple, cette fin, donc cette libération, je ne dévoile rien, puisqu'on sait ce qui s'est passé. C'est un fait historique, oui. Avec d'ailleurs assez peu de morts. Et en fait, cette fin va être faite en parallèle avec un événement artistique, puisqu'on suit un militaire qui est le héros de l'équipe qui va libérer les otages, et sa femme, ou sa fiancée, est danseuse dans un ballet qui donne sa première le jour J, et donc on a la musique du ballet, les images du ballet, et en même temps les images de la résolution de la prise d'otage qui est très très rapide, donc c'est pas vraiment un bain de sang, vous voyez, on n'en fait pas des tartines et des tartines. Alors, ce que c'est visible par... bien fait, donc c'est visible par tout le monde, ce que j'ai trouvé bien fait, c'est la dimension politique des choses. D'accord. On voit bien le jeu politique en Israël, de ceux qui essayent par exemple de dire surtout ne rien faire, parce que si on dit oui, on suspend notre politique sur les otages, si on dit non, ils vont tuer 50 ou 60 juifs, donc qu'est-ce qu'on fait? On voit l'opposition gouvernementale qui commence à dire on va monter une opération militaire, si elle marche, c'est moi qui fais le héros, si elle ne marche pas, ce sera le Premier ministre qui sera coupable parce qu'il l'aura autorisé. Donc on voit les différentes factions avec ce qu'elles pensent de la situation en réalité, qui est la situation actuelle. On voit chez les otages, évidemment, des cas un petit peu particuliers. On voit surtout chez les preneurs d'otages des oppositions entre eux. Au début, ils sont évidemment dans un front parfaitement soudé. Petit à petit, on voit que les Allemands n'ont pas d'arrière-pensée idéologique tellement dans cette prise d'otage et qui vont être mis de côté par les autres. Et puis surtout, on voit des Allemands qui se trouvent à prendre en otage des Juifs, à trier dans l'avion les Juifs des non-Juifs. Et évidemment, le rappel de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah est tout à fait là dans leur esprit. Et donc, eux se demandent, et c'est fait avec beaucoup de justesse, qu'est-ce que je fais là? D'accord. Voilà. Très très bien. Donc moi je vous encourage vraiment à aller le voir parce que c'est un film qui rappelle un événement historique finalement assez peu connu et néanmoins passionnant parce qu'il éclaire aussi la géopolitique actuelle et parce qu'il est tout à fait juste dans la façon dont il donne le regard. Alors vous êtes allé voir malheureusement Abdel et la comtesse qui se passe dans une très belle propriété
Oui, mais c'est la seule chose de positif qu'on puisse dire sur ce film. J'en suis désolé. Alors, en réalité, c'est une histoire absolument pathétique. Donc, il y a un héritage. Bon, évidemment, vous savez tous comme moi que les aristocrates sont tous des gens arc-boutés sur les traditions. Et donc, c'est le fils qui doit hériter. Et on met de côté les filles qui vivent dans le château, puisque chaque aristocrate qui se respecte a un château, bien entendu. Évidemment, on a d'ailleurs du mal. Non, oui. c'est caricatural à souhait. On a d'ailleurs du mal à comprendre pourquoi elle est comtesse, puisqu'en fait, elle n'est pas vraiment mariée à qui que ce soit. Donc, elle n'est pas comtesse, elle est la fille du comte, mais ce qui n'est pas la même chose. Oui. Mais enfin, bon, dans l'esprit des braves gens, c'est sûrement pareil. Elle veut évincer l'héritier pour retrouver la position qu'elle estime légitime. Donc ça, c'est la dimension féministe du film, qui est tellement outrancière que ça devient absolument grotesque. Et évidemment, surprise, hein, vous voyez, dans la catégorie cinéma français qui nous donne envie de vomir, elle va chercher une racaille. Hein, c'est-à-dire un petit gars déçu, une gentille racaille, parce que c'est un brave garçon finalement. C'est un brave garçon. Il n'est pas tellement éduqué ni rien. Bon. Abdel. Et évidemment, hein, comme toute bonne racaille, il habite dans une cité et il s'appelle Abdel. Hein, il ne s'appelle pas Jean-Philippe, il s'appelle Abdel. Et c'est Abdel qui va faire l'éducation de la comtesse. Et évidemment, donc là, on est dans un My Fair Lady, évidemment inversé. Inversé, oui. Puisque, bon, elle lui apprend 2-3 choses, mais lui, il va lui apprendre à devenir en gros une femme forte. Il la décoince. Je n'ai juste vu que la bande-annonce et j'ai été déjà horrifiée. Ah bah, c'était les meilleures parties. Hein. Non, mais donc il la décoince, et parce qu'il la décoince, c'est-à-dire il la sort de sa condition d'aristocrate, elle va pouvoir s'en sortir dans la vie. Hein. Donc c'est vraiment bourré de caricatures et c'est absolument pathétique. Et moi, j'aimerais bien qu'un jour, le cinéma français, je comprends hein, les faits, il faut attirer une nouvelle clientèle au cinéma. Donc on dit la comtesse, ça fait plaisir aux gens des villes, on rajoute Abdel et puis ça attire les gens des banlieues. Quand est-ce que les cinéastes vont comprendre que c'est fini, qu'on s'en fout? Oui, que le type de banlieue, c'est pas forcément une racaille de cité. Que Abdel, il peut aussi être chirurgien dentiste. Oui, quand est-ce qu'on va avoir droit à de la finesse? Dans Intouchable, il y avait une forme de finesse. Oui, non, là c'est lourd. C'est lourd et c'est vraiment insupportable. Le seul intérêt, c'est que ce film a rapporté quelques sous au château pour qu'il puisse demeurer dans dans la famille. Oui, mais enfin, il a donné une image tellement caricaturale de la catégorie de famille à laquelle il appartient. La famille est consciente. La famille est consciente de cela, bien sûr. Mais la toiture est très grande et il faut payer cette toiture. Et donc voilà. Et puis, vous vouliez pousser un autre coup de gueule sur... Écoutez, dans la même Noir lignée, n'est pas un métier. Puisque Noir n'est pas mon métier, qui est évidemment la tribune qu'ont fait sortir un certain nombre de comédiennes de couleur, en particulier Firmin Richard, que j'aime beaucoup, qui consiste à dire qu'on leur propose des rôles caricaturaux au regard de leur couleur de peau. Et là aussi, je dois dire que... alors, on peut contester la forme de cette tribune, bon, mais je comprends qu'elles en aient marre. Et moi, je trouve le cinéma français excessivement caricatural. Et pas seulement d'ailleurs sur les femmes de couleur, il est caricatural sur les banlieues, il est caricatural sur les cités, il est caricatural sur les femmes, il est caricatural sur les homosexuels, sur les enfants, sur les malades, sur les vieux, bref, sur tout le monde. Quand est-ce qu'on aura... Alors que ça existe aux États-Unis, quand est-ce qu'on aura un cinéma qui se rapproche de la réalité? Et c'est vrai dans tous les sens. Je reviens d'Afrique où je parlais avec des gens qui me disaient en Europe, les gens sont tellement riches, il y a même de l'argent qui sort des murs. Parce qu'ils voient évidemment des images des distributeurs automatiques. Mais quand vous voyez l'image, par exemple, d'une série policière grand public, dans le genre Navarro ou Julie Lescaut, expliquez-moi comment, dans la vraie vie, une vraie commissaire de police a une maison de 400 mètres carrés à Versailles, alors qu'elle est mère célibataire. Non mais, expliquez-moi comment ça marche. Il y a un moment, il faut arrêter ça. Voilà. Et je pense que les gens aspirent à beaucoup plus de vérité dans le jeu, mais aussi de vérité dans le scénario et dans la façon dont on habite. Mais revenons au premier film, Monsieur Je sais tout, cet enfant qui répète « Je dis la vérité, je dis la vérité, je dis la vérité ». Il n'y a que lui qui dise la vérité. Eh ben écoutez, c'est magique. On espère en tout cas en voir davantage des comme ça. Merci beaucoup Maxime. À très vite, chers amis de TV Liberté. Donc nous rappelons, Monsieur Je sais tout. Et Otage à NTB. Otage à NTB. À bientôt. Chers amis de TV Liberté, nous avons la joie de recevoir ce matin Reynald Secher
pour un nouveau livre qui s'appelle Le miroir sans retour. C'est publié dans les belles éditions du Rocher. Bonjour Reynald. Bonjour. Alors, pour ceux qui seraient nés hier à la télévision, comme disait Jean Ferré, je vais rappeler un petit peu votre parcours et les titres de votre très belle œuvre, puisque vous avez beaucoup écrit. Vous êtes historien, vous avez fait une thèse sur le génocide vendéen, pour faire court, et vous avez commencé par travailler sur un village que vous connaissez bien, qui s'appelle la Chapelle-Basse-Mer, et vous avez fait un carottage en profondeur, ce qui signifie vous avez cherché le nom de tous ceux, et vous avez comptabilisé tous ceux qui sont morts à la Chapelle-Basse-Mer pendant la Révolution. 850 sur 2350. Voilà, donc s'en sont suivis une extraordinaire série de livres sur cette époque, avec le dernier grand livre, j'ai envie de dire, Vendée du génocide au mémoricide. Vous êtes venu à ce micro pour le dire, aux éditions du Cerf, livre dans lequel vous dites que non seulement on les a tués, mais on tue aussi leur mémoire, puisque nos livres sont pleins de réflexions extrêmement inappropriées. Je parle modérément. Ah oui, on a fait des bourreaux des victimes et des victimes des bourreaux. Voilà. C'est ça le processus. Voilà. Et vous avez fait de très belles bandes dessinées pour raconter d'abord l'histoire de la Bretagne, puis l'histoire de France. Et vous nous écrivez aujourd'hui un roman, Le miroir sans retour, qui est le portrait de la grande action du marquis de la Rouerie. Que signifie ce titre, Reynald de Sécher, Le miroir sans retour? Oui, le titre peut surprendre, mais je dois dire que quand on raconte une histoire comme cela, vous avez retracé tout mon parcours intellectuel. Je suis parti effectivement de l'étude d'un village pour créer une problématique et une méthodologie, puisque comme vous savez, l'histoire est une science, mais à chaque sujet, il y a une méthode spécifique. Et une fois qu'on avait trouvé la méthode à partir du travail fait à la Chapelle-Basse-Mer, j'ai extrapolé la méthode, non pas les résultats, et j'ai fait toute l'étude sur la Vendée, le génocide, puis après on est arrivé à cette notion de mémoricide. Et ce qui me manquait en fait, c'était la dimension individuelle, personnelle du révolutionnaire lambda, c'est-à-dire quel était le moteur qui l'actionnait. Et en fait, j'ai eu cette occasion en lisant un livre remarquable sur la Rouerie qui expliquait en profondeur ce qui lui était arrivé et notamment la trahison de son ami le plus proche, en l'occurrence Cheftel. Et j'ai essayé de comprendre, en allant voir un certain nombre d'amis psychiatres, psychanalystes, etc., ce qui fait qu'un homme lambda de culture catholique va devenir un révolutionnaire acharné et un monstre et qui va briser, fracasser tout ce qu'il y a été. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et en fait, je me suis dit comment un homme plutôt bien pensant va basculer dans la monstruosité. Et en fait, il y a un rite de passage à cela. C'est-à-dire que lorsqu'il se regarde dans le miroir, il a une image de lui qui est devenue insoutenable parce que... Vous la présentez cette scène. Je la présente, ça devient insoutenable. Et il va briser ce miroir. C'est une sorte de portrait de Dorian Gray particulier. Absolument. Et ce qui est très intéressant, c'est que les morceaux tombent sur le sol et il aurait pu rendre le miroir à l'hôte chez lequel il était en s'excusant, etc. Pas du tout. Il va
cacher les morceaux. Et on est là dans l'irréversibilité. Et il va négocier sa trahison tout le temps. Tout le temps. C'est ce qui me fascine, c'est pas uniquement la trahison, parce qu'on sait bien que cette histoire est une histoire de trahison, mais c'est cette trahison remise sans arrêt sur le métier. Et cette trahison qui est financée. Ça, c'est la classe totale. Comme dirait Camille Gallic, les bipèdes ont assez peu le sens de l'honneur. Les bipèdes humains ont assez peu le sens de l'honneur. Alors, ce Chevetel, que savait-on de lui, donc, dans ce livre que vous avez lu, qui est signé de qui? C'est pas le livre de notre ami, celui qui a fait le grand portrait du marquis de la Rouërie, Michel Maure. Ah, mais Michel Maure. Mais Michel Maure, c'est un livre délicieux qu'il a fait, mais il n'a pas travaillé en profondeur il n'a pas été aux archives comme vous. Du traite, de la traîtrise, etc. Mais il l'avait vu? Et il l'avait vu, il l'avait bien entendu, c'était connu. C'était avant. Et je suis en train de chercher en même temps que je vous parle le nom de cet auteur Gosselin, là, comment il s'appelle? Le Nôtre, voilà. Ah, c'est Le Nôtre. C'est Le Nôtre. D'accord. Il sait tout, Le Nôtre. C'est un travail extraordinaire qu'il a fait. Oui. Et quand j'avais lu ça, il y a une trentaine d'années, la Rouërie, c'est une énorme dimension. C'est un breton, c'est un aristocrate qui a une culture, une dimension exceptionnelle. Qui est allé faire la guerre aux Amériques. Côté de Washington. Et à la différence de Lafayette, il est allé vraiment se battre sur le terrain, etc. Et il revient beaucoup plus tardivement que Lafayette en France, parce que avant de partir, il veut recaser tous ses compagnons de combat, sauf un d'ailleurs qu'il va ramener avec lui, Schaffner, qui va jouer un rôle important. Vous avez cité un mot très important, c'est dimension extraordinaire. Il a une dimension. Et déjà là, vous montrez ce que c'est qu'un aristocrate qui se respecte. Je ne dis pas que tous les aristocrates étaient de cette dimension, mais n'empêche que tous ceux que vous présentez et qui vont marcher derrière la Rouërie pour essayer de freiner les horreurs de la Révolution, sont quand même d'une très très belle allure. Ah oui, absolument. Très belle allure. Et y compris dans la mort, d'ailleurs. Hein. Y compris dans la mort. C'est extraordinaire. Oui. Et justement, cet homme, lorsqu'il revient en France, il a imbibé des idées nouvelles. C'est un aristocrate breton qui est parlementaire, qui a toute une histoire, une forte identité. Et c'est un breton. Et c'est un breton qui se dit on va profiter de l'affaiblissement de la monarchie pour reconquérir nos droits. Je parle comme lui, c'est-à-dire que il ne faut pas oublier que... Qu'est-ce qui se passe à la Révolution? Le Parlement de Paris s'offre le droit d'anéantir... C'est l'Assemblée nationale, la Convention. Oui, parce qu'on oublie toujours que ce qu'on appelle le traité d'union de 1532, c'est l'alliance de des États souverains. Oui. Et ces États souverains doivent se respecter réciproquement. Oui, c'est le royaume de Bretagne. C'est le royaume de Bretagne. Et pour ce faire, la Bretagne a deux structures. Le Parlement proprement dit et les États de Bretagne. Et bien entendu, le roi doit faire avec cela. Et petit à petit, évidemment, la monarchie, qui est de nature centralisatrice, va rogner sur les droits de cette nation. Et les parlementaires vont s'insurger. Et ils se disent, en fait, on va profiter des difficultés de la monarchie pour reconquérir nos droits. En fait, c'est tout. Mais il va se passer l'inverse. Et il va se passer l'inverse de manière unilatérale, d'ailleurs. Alors, la Rouërie l'a parfaitement senti, et vous lui prêtez ces paroles. Alors, est-ce que ce sont des paroles qu'il a prononcées ou est-ce que vous lui prêtez? Il dit à son entourage, « Deux grands courants de pensée sont en train de se dessiner. Le premier veut renforcer la centralisation autour d'un pouvoir fort. Le second, à l'inverse, veut mettre en place une fédération à partir de la province. Les deux principes sont antagonistes et à l'heure actuelle, nul ne peut dire lequel l'emportera.
Quoi qu'il en soit, je pressens une division des Français qui durera très longtemps, peut-être même plusieurs siècles. C'est quand même prophétique puisqu'on y est encore. Oui, alors il le dit. Hein. Ouais, il le dit pas de cette manière parce qu'évidemment oui. j'ai réactualisé le verbe, ce qui est normal. Oui. Mais ce n'est pas une idée qui lui est propre. Hein. Vous avez tout un courant de pensée littéraire et philosophique dans les pays anglo-saxons. Je pense par exemple à Burke, le grand Burke, qui explique cela. Mais d'ailleurs, Louis XVI le dit à son beau-frère très tôt, en disant, mais en fait, il y a l'émergence d'une pensée, il ne va pas utiliser le mot, bien entendu, révolutionnaire, qui va tous nous emporter. Il faut lire ces lettres que Louis XVI adresse à son beau-frère, l'empereur d'Autriche. Il a tout compris. Tout compris, oui, oui, bien sûr. Alors, devant ce mépris de la province et les horreurs qui commencent à être connues et qui se développeront magnifiquement à Nantes et à Angers et partout en Bretagne, la Rouergue donc prend la tête d'une révolte et qui va être extrêmement importante. Je n'avais pas compris avant de vous lire combien toute cette région s'était soulevée, bien organisée. Il y a le Poitou, la Normandie. Avec des nuances. La Bretagne, c'est vraiment la noblesse, parce qu'en fait, on est dans un État traditionnel, souverain, qui a gardé son organisation sociale, à la fois locale, mais aussi nationale, au sens breton du terme. Donc, cette structure, elle est très opérationnelle, puisqu'elle est là. Hein. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce qu'il va apporter au roi les doléances de la Bretagne, et le roi va l'embastiller le 14 juillet 1788, c'est-à-dire un an avant la chute de la Bastille. Alors là aussi, il ne faut pas exagérer, la Bastille, c'est vraiment la prison de luxe. Le directeur de la prison regrette son départ. Parce qu'en fait, il s'ennuie, il n'y a personne à la Bastille, et il est content d'avoir un aristocrate comme la Rouergue, qui vient avec son valet, ses valets d'ailleurs, sa salle à manger, ses mets, etc. Et ils passent leur temps à festoyer. Et effectivement, c'est un moment assez surprenant dans cette vie. Alors, restons sur la Rouergue. C'est un homme d'une grande force, d'un grand appétit de vivre. C'est un homme très modeste. Il apprend des Indiens la guerre des insurgés. Oui, alors c'est un militaire dans l'âme. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive aux États-Unis, tout l'intéresse. Et il va découvrir justement les méthodes de combat indiennes et il va s'initier à cela. Et c'est très intéressant parce qu'il va récupérer ces méthodes et il va les adapter au bocage breton. Et là, on a des textes très précis en la matière. C'est surtout les autres, lorsqu'ils arrivent et qu'ils découvrent ces méthodes qui sont tout à fait originales, spécifiques, et qui ne les comprennent pas, donc il les explique. Et d'ailleurs, on va les retrouver d'une autre manière. C'est pour ça que je pense qu'il y a une relation entre les chefs bretons et les Vendéens, parce que ces méthodes, on les retrouve aussi en Vendée. Oui. Et cette conjuration va très loin, puisqu'il va rencontrer le comte d'Artois. Absolument. Et donc le frère du roi, et que le frère du roi le missionne. Alors ce sont des légalistes. Oui. C'est-à-dire, la monarchie est le garant de la liberté. On n'est pas dans une société traditionnelle sans être légaliste. Bien sûr. Ce sont les autres sociétés républicaines qui s'assoient sur la loi tranquillement, en disant au nom de la loi. Au nom de la loi. Et là, effectivement, lorsqu'il fédère un certain nombre de nobles et d'aristocrates bretons autour du projet, immédiatement est soulevé le problème de la légalité. C'est-à-dire que qui doit gérer cela? Et bien entendu, ça ne peut pas être par nature Louis XVI, puisqu'il est prisonnier. Provence, il est ailleurs. Donc ils vont voir le comte d'Artois, qui les accueille avec bienveillance. Il est un peu surpris d'ailleurs par cela. Alors tout ça, c'est exact. Hein. Et il faut un long voyage.
voyage comment dire, à oui. partir des... Il faut qu'ils le suivent parce que le Comte d'Artois bouge. Ah oui, il bouge et on n'a pas le téléphone à l'époque, ni le GPS. Et donc il court après et le Comte d'Artois les accueille avec bienveillance. Il est un peu surpris et donne son accord. Et ça, c'est une scène très très forte. Très belle, oui, et avec ce label, ce sceau, il revient et son combat devient légitime et légal. Alors, pour compléter ce portrait, je voudrais lire cette déclaration qu'il va faire devant ses troupes et devant les chefs de sa conjuration. Bretons et concitoyens des différentes provinces, que la religion et l'honneur rassemblent ici, on vient de vous donner connaissance de mes pouvoirs et de mes desseins. C'est pour votre bonheur que je les ai formés. Il n'est pas un de nous, mes dignes compagnons, que les crimes et les désordres de la Révolution n'aient pénétré d'horreur. La preuve la plus évidente et la plus utile que vous puissiez donner de vos sentiments est votre union actuelle autour d'un chef commissionnaire. En rendant à l'Église ses véritables pasteurs, en protégeant l'influence et la dignité de notre culte béni, en protégeant les individus et les propriétés contre les germes du brigandage, vous hâterez le retour de la Constitution bretonne. Pour moi, mes bons amis, se trouve un moment de gloire de ma vie. C'est celui où, confondant mes principes, mon honneur, mes espérances et mes dangers avec les vôtres, je promets en votre nom et au mien, à mon Dieu, à ma patrie et à mon roi, de servir aux dépens de ma fortune et de ma vie. Jurons tous de nous dévouer sans réserve à une si noble cause, et que nos amis et nos ennemis sachent enfin que dans la faible partie de la France que nous habitons, il y a une force irrésistible composée d'hommes dignes de l'honneur du monde entier. C'est quand même très beau. C'est un texte authentique. Voilà, Je n'ai pas c'est un changé texte authentique. Un mot, une Je l'ai senti, virgule. c'est pour ça que je voulais le lire. Et ça montre bien la force de cet homme et surtout sa dimension. Voilà, sa dimension. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir de ce texte, il va rassembler autour de sans lui, problème, oui. sans aucun problème, sans aucun problème. parce que... Alors, il n'a qu'un seul défaut, mais il est très grave, c'est qu'il crédite les autres de sa grandeur d'âme. Oui. Et ça, on voit qu'il est perdu d'avance, parce qu'en réalité, il n'a pas vu la petitesse, pour ne pas dire la vilainie, des gens qu'il a en face de lui. Mais vous savez, comment vous expliquez ça? C'est une caractéristique de toute cette grande noblesse de cette fin du XVIIIe siècle. Mais c'est la caractéristique de Louis XVI aussi, oui. qui ne peut pas imaginer. Qui peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer ce qu'on n'a pas dans le cœur. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc même lorsque... mais ça, c'est acquis comme fait. Mais comment peut-on faire? Comment peut-on faire aujourd'hui? Comment des combattants peuvent réaliser, encore une fois, la vilainie de leurs adversaires. Moi, je cherche toujours à chercher des leçons. Mais vous savez, ça, c'est le mystère de toutes les révolutions. C'est toujours des extrêmes petites minorités qui, avec une violence inimaginable, vont briser des peuples entiers. C'est vrai en France, c'est vrai dans tout. Et ça, c'est vraiment fascinant. Il y a un mystère de cela, mais parce que je pense que les gens bien nés, les gens imbibés de culture, bien, sont désarmés face à cette violence mortifère. Je crois que c'est là qu'est le mystère. Et lorsque on analyse la vie de la Rouërie, même lorsqu'on lui dit « mais c'est Cheftel qui vous trahit, c'est Cheftel qui... » il ne peut pas le croire parce que... Alors que d'autres l'ont compris. Bien avant. Sa cousine a une intuition extraordinaire. C'est une femme. Et c'est une femme. Et Schaffner le sent aussi. Il le sent, mais trop tard. Il le sent trop tard, oui. Alors, venons-en au vilain, si je puis dire, au sens moral du terme, puisque ce n'est pas un vilain, c'est un médecin, donc il a été aux études. Fils de médecin. Fils de médecin, et un père extrêmement
honorable, un père qui soigne gratuitement, un médecin qui donne son temps. Enfin, c'est un le médecin portrait du médecin, XVIIIe siècle. Il y en a eu encore au XXe. Ah oui, jusque dans les années 1950. Il y en a encore, oh là là, bien après. Quand je vous dis ça, je pense à mon grand-père Ouais. qui soignait l'essentiel de ses patients gratuitement parce qu'il n'avait pas d'argent, il n'y avait pas la sécurité sociale. Moi, j'ai eu un père médecin, je peux vous dire que de 7h du matin à 9h30 du soir, et que l'on puisse le payer ou qu'on ne puisse pas le payer, il agissait mais c'était dans la charte des médecins de l'époque. Hein, c'était. Mais la sécurité sociale va tout bousculer la matière. Et la sécurité sociale va tout bousculer, c'est sûr. Alors, ce Chevretel, ce fils donc de médecin, on ne sait pas pourquoi, lui, il naît avec un chromosome de méchanceté épouvantable. Alors, vous ne parlez jamais de sa mère. Il n'a pas eu de mère. Elle est absente. Morte. Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé de traces d'elle. J'ai essayé de comprendre son comportement. Je me suis dit, ce gars, il n'a pas eu de mère. Sa mère lui a pas expliqué. Mais c'est vrai que quand vous me le dites, je n'ai pas trouvé de traces de sa mère. Il n'y a rien. On ne parle jamais de sa mère. Alors, cet homme a été si effrayant que vous êtes allé à Orly, là où il a vécu quand même pendant 30 ans après la Révolution, riche et honoré, et on ne veut pas en entendre parler. Et alors, non seulement on ne veut pas en entendre parler à Orly, mais aussi dans son village natal, Bazouges, la Pérouse. Et la semaine dernière, évidemment, il y a des journaux et revues qui me demandent des reportages sur cet homme. Alors, je suis allé à Bazouges, la Pérouse, là où il est né. Il a vécu une partie de sa vie. Je suis allé au syndicat d'initiative qui n'avait jamais entendu parler de Chevretel. Et puis, on m'a mis en rapport indirect avec l'historien qui a pâli et qui a expliqué qu'il ne voulait pas du tout entendre parler de cet homme, que c'était une honte pour le village. Il y a quand même un interdit. Hein. Ah oui, c'est quand même incroyable. C'est vraiment... ils en souffrent encore, hein, parce que les habitants savent encore, et c'est vraiment une tâche sur le village. Alors on m'a indiqué discrètement sa maison. Il n'y a aucune plaque, hein. Il n'y a rien, alors que là où il y a des endroits qui ont des histoires, il y a systématiquement une plaque, puisque c'est un village d'intérêt architectural et qui fait partie du patrimoine breton. Et donc toutes les maisons identifiées sont plaquées, hein. Et là, en l'occurrence, il n'y a rien. Alors, le roman commence par des meurtres à l'appel, puisque on va juste raconter le début, parce que il faut rien raconter d'autre. Sa femme, la femme du marquis est malade, il appelle le médecin, le père ne peut pas y aller, et donc c'est le fils qui y va, et il rentre dans ce château, et on a l'impression que là, la jalousie l'étouffe. Et c'est déjà avant, hein, comment dire, il y avait une forme chez lui de détestation de toute cette aristocratie, cette noblesse, de tout ce qui était différent de lui, parce que lui, il est né dans un village, comment dire, sans grand intérêt, comment dire, il s'ennuie, et puis les gens ne le payent pas, ou le payent peu ou mal, etc. Et il en veut à ses patients, parce qu'il souffre d'une certaine misère, parce qu'il n'a pas accepté justement le cahier des charges du médecin de l'époque. Et quand il apprend que son père, effectivement, soigne le marquis, il y a tout un débat entre lui, comment tu peux soigner ce privilégié au sens moderne du terme, et le père ne comprend pas ce qu'il lui dit, parce qu'il a une culture, et puis après on va apprendre que c'est au-delà de l'amitié et du respect, il y a une formation réciproque, une initiation réciproque, puisque la Rouërie demande à être initiée à l'art de la médecine, et puis l'autre le forme à l'art politique. Il y a une dimension intellectuelle, un échange intellectuel, et le fils ne peut pas le supporter parce qu'il est écarté de tout ça. Et évidemment, c'est le hasard qui va faire qu'il va rentrer en contact pour soigner la marquise, et après c'est le début de la tragédie. Et la marquise est souffrante, donc il préconise un séjour dans une ville d'eau à Cauterets. Ce qui est vrai, hein, tout ça c'est vrai. Et tout ça c'est vrai.
Alors, où est-ce que vous avez trouvé tout ça? Ah ben, parce que c'est dans les écrits, hein. C'est vraiment lui qui va accompagner la marquise. Parce qu'il a laissé, on n'a pas d'écrit direct de lui, mais ce Non. sont les témoignages Oui. des contemporains, des témoins qui ont laissé des traces. Et alors, évidemment, là, je crée quelque chose dont je ne suis pas sûr, mais en même temps, ça nous permettait d'entrer dans l'histoire, puisque, en fait, je le rends responsable de la mort de la marquise. Et à mon avis, je ne sais pas comment ça s'est passé réellement. C'est pour ça que... Ça me paraît très crédible. Hein. Ah oui, oui. D'autant plus qu'à Cauterets, donc, il va perpétrer un meurtre parce que la marquise se refuse à lui. Je ne crois pas qu'il ait assez de grandeur en lui pour séduire une femme. Donc, ça se passe mal. Il en conçoit une rage encore plus grande et il décide de sa mort. Et il rencontre une âme damnée. Qui est l'allemand. Oui. Et qui a vraiment existé. Hein. Ah oui, c'est un personnage. Et ils vont devenir complices. Et d'ailleurs, c'est si vrai que ce sont des personnages officiels, les deux sur le pseudo. Il va y avoir une loi qui va être votée pour les indemniser pour leurs crimes. Alors, je n'ai pas mis tout cela, mais il y a une loi qui va les indemniser pour les remercier. Parce que pour service rendu à la nation. À la nation, c'est ça. Ouais. Alors là commence une suite Alors, en plus de ça, ça fait très petit commerçant. C'est tu trahis et l'autre répond combien. Qu'est-ce que ça va me rapporter? C'est le leitmotiv de toutes les trahisons de Cheftel. Là, on voit le niveau. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Oui, parce que pour eux, l'esprit, c'est l'argent. Ouais. L'argent, c'est la richesse. C'est la possibilité d'acheter les individus, et ils ont beaucoup d'argent et leur statut. Et ils ont beaucoup d'argent. Ah oui. Ils ont beaucoup d'argent. Ils vont bien évidemment voler un certain nombre de... ils vont voler un certain nombre de biens de l'Église, ça c'est connu. Et puis alors, ils négocient, quand ils vont faire des arrestations, si le noble en question a suffisamment, ou le bourgeois a suffisamment d'argent, l'arrestation est repoussée. Donc ça fait un trésor de guerre. Ah oui. Alors, mais tout ça, c'est vrai. Hein. Parce qu'en fait, ce sont des bandits de grand chemin. Ce sont des bandits qui travaillent pour l'État, mais en fait, ils profitent de leur moindre mission pour s'enrichir. Alors, bon, voilà, vous parlez de la pension Bel-Homme, etc. Tout ça, ça existait. Les personnages que j'ai cités ont vraiment été emprisonnés et ils ont eu la vie uniquement parce qu'ils achetaient leur séjour. Et c'est la fin de la terreur qui fait qu'ils vont être libérés. Mais ils vont se sauver en payant, les bourreaux, en payant Cheftel, etc. Tout ça, c'est vrai. À un moment donné, il est emprisonné et donc... on va assister avec lui au massacre des Carmes, au massacre de la prison de la Force, à la mort de la princesse de Lamballe, enfin toutes ces choses. Oui, j'ai tenu à raconter la mort de la duchesse de la princesse de Lamballe parce que c'est quelque chose absolument atroce. Oui. Bon. Dieu merci, elle est morte très vite. Enfin, je l'espère. Oui. Je l'espère. Et c'est vraiment un symbole. Et je veux que l'on sache qu'on a été jusqu'au bout de cette logique. Et on ne va pas respecter ni le statut, ni l'intelligence, ni la beauté. Et on la tue uniquement parce qu'il y a une proximité entre elle et la reine. C'est quelque chose d'atroce. La manière dont on l'a tué, et je dirais presque au-delà de la mort, ce qu'on lui a fait subir, c'est quelque chose d'indicible. Puis alors vous nous racontez fort bien comment la Révolution mange ses enfants et comment tous ces crapauds se dévorent entre eux. Enfin, ce crapaud, non, le crapaud n'a pas de dents, ces requins se dévorent entre eux. Ah oui. Et ça, c'est assez... Mais oui, ça, c'est la dimension individuelle. Vous donnez une chair à tous ces comportements. Parce qu'en fait, quand moi j'écris, par exemple, sur la Vendée, etc., il n'y a pas de chair proprement dit. J'aime bien cette expression, parce qu'on est dans la macro-histoire. Oui, vous êtes dans la théorie, dans le récit et dans la théorie. Tandis que là, on est dans l'individu. La théorie appliquée. Voilà. Et quand on voit ce qu'un homme comme lui a été capable de faire, mais ça me fait penser à des hommes
comme Himmler, Dutch, vous savez, Dutch qui va éliminer froidement des milliers de Cambodgiens, etc. Comment cet homme est-il arrivé à cela? Et c'est ça que j'ai voulu essayer de comprendre à travers cette aventure personnelle. Je ne parle même pas de la construction parce qu'elle est très intelligente et il ne faut pas la dévoiler. Vous êtes passionné à écrire ce roman. C'est plus agréable que d'écrire un livre théorique. Alors pour moi, c'est plus difficile. Oui, beaucoup plus. Parce que oui, c'est le premier roman. C'est le second, en fait. J'ai dit le second, j'espère que ça sera le deuxième et qu'il y aura un troisième. C'est très difficile pour un homme comme moi. Moi, je suis vraiment un technicien. Je suis un homme de rigueur, etc. Et là, il a fallu que je me mette dans la peau d'un personnage que j'ai dû lutter contre ma nature. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup lu sur les grands criminels de guerre, aussi bien ceux qui ont sévi en Arménie ou ceux qui ont sévi en Union soviétique ou sous Hitler, etc. Et d'ailleurs, on va devancer vos propos. La conclusion, par exemple, de ce livre... Il ne faut pas la donner. J'étais désarmé, je ne savais pas comment conclure. Et je parlais avec des amis psychologues, parce qu'on est dans un cas très précis en termes médicaux. Ne parlez pas de la fin. Bon, c'est les mots d'un nazi. Oui, absolument. Absolument. En tout cas, vous nous avez passionnés. Le livre se dévore. Il y a un très, très grand suspense. On est évidemment derrière le marquis de la Rouarie et on se dit quel dommage qu'il soit mort dans ces forêts. S'il avait vécu, je pense que le cours de la révolution en Bretagne aurait changé. Et lui non plus n'a pas voulu émigrer. Et lui non plus n'a pas voulu émigrer. C'est très important de le dire. C'est son devoir d'État. C'est très important de le dire. Merci beaucoup, Reynald de Secher. Pour conclure cette émission, j'ai envie de vous montrer, chers amis de TV Liberté, des photos de la sculpture qui s'appelle « En mémoire des victimes de la terreur », qui va être de Boris Lejeune, qui va être érigée à Orange. J'ai invité Boris Lejeune. Si vous n'avez pas écouté cette émission, écoutez-la, parce que Boris est passionnant à entendre. Et je voudrais donner des images qui n'avaient pas pu être incluses dans l'émission. Et je trouve que c'est une belle façon de terminer. Cette statue est une statue qui évoque les 32 religieuses qui ont été décapitées à Orange en 1794. Et écoutez Boris Lejeune en parler parce que c'est tout à fait fascinant. Merci beaucoup, Reynald de Secher, pour ce Merci à vous. Second roman, Le Miroir sans retour, aux éditions du Rocher. Et bravo. Amis TV Liberté, à très vite. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir pour cette rubrique L'art en beauté deux membres importants des chœurs Montjoie-Saint-Denis qui nous offrent depuis combien de temps, Jacques Arnaud et Charles Monceau? Depuis 1979. Ah, ça fait quand même beaucoup. Ça fait près de 40 ans. Ça fait près de 40 ans. Oui. Vous avez entrepris de faire revivre tous ces chants de France, que ce soit des chants de guerre, des chants de chasse, des chants, les vieux chants traditionnels français. Comment votre chœur est-il né? Il est né par la volonté d'un ami regretté depuis, Paul Robert, qui était le factotum de la Serpe, bien connue, la maison de disques fondée par Jean-Marie. Qui était elle-même rue de Beaune, merveilleux... chanteur et producteur et éditeur de musique et de chant. Voilà. Et cette maison avait déjà elle-même recueilli les trésors d'un certain nombre de poètes et de chanteurs. Et là, donc, l'idée est venue, alors est-ce que c'est à Paul ou à Jean-Marie, je ne sais pas,
de faire un disque de chant militant interprété par un chœur d'hommes. Alors voilà, ça s'est diffusé un peu dans les milieux scouts, Oui. et nous nous sommes Dans les milieux regroupés scouts, dans les scouts et militants, on va dire. Bon, à l'époque, c'était surtout des militants anticommunistes, parce que l'ennemi était à l'époque l'Union soviétique et les gauchistes. Alors, on a enregistré ce premier disque, et puis, bon, il a fallu trouver un nom. Alors, j'ai donné à Paul ce nom de Cœur Montjoie Saint-Denis, et dans son idée, c'était fini. Et dans mon idée, c'était pas fini. C'est-à-dire que, puisqu'on avait fait un, on va en faire un deuxième, et puis en mettant un pied devant l'autre, voilà, nous sommes arrivés. Et 40 ans plus tard, vous en voilà. êtes à combien de... 31. 31. Oui. 31. Alors, restons un moment sur ce premier CD, sur les chants scouts, parce que, bon, ceux qui connaissent les chants scouts, qui ont été scouts toute leur vie, pas de problème. Mais il faut savoir que quand on entend le chant de la promesse scout, pour la première fois, on est sacrément ému. Pouvez-vous, s'il vous plaît, l'un de vous deux, dire le refrain? Devant tout, je m'engage sur mon honneur, et je te fais hommage de moi, Seigneur. Merci. À chaque fois que je l'entends, je suis dans un état d'émotion étonnant. Je ne peux pas vous expliquer ça, mais je voulais faire partager ce bonheur aux auditeurs. Et faire comprendre que faire entendre ce CD à des jeunes n'est pas innocent. Vous imprégnez dans l'esprit de ces jeunes quelque chose qui les dépasse, qui nous dépasse tous. Alors, oui, j'en suis particulièrement le témoin maintenant avec l'aîné de mes petits-fils qui chante. Alors, il va avoir 4 ans. Et il chante les airs du Cœur Montjoie. Alors, il chante beaucoup de chants militaires. Et dès le matin, il va réveiller le coq, parce qu'il habite à la campagne. J'ai des vidéos extraordinaires. Il va les réveiller en chantant. Alors, voilà. Bon. Juste une petite précision. Donc, c'était un groupe de scouts issus de différentes fédérations de scoutisme, des militants, et puis, mais au début, dans le chant d'Europe 1, il ne s'agissait pas de chant spécifiquement scout. Vous trouvez les Partisans Blancs, le Dragon de Noailles, des choses comme ça. Voilà, voilà. On a fait ce disque de chant scout que l'on n'a pas attendu pour interpréter les chants scouts dans le chant de France et d'Europe, mais on a fait ce chant scout il y a peu de temps, Charles. Oui, ça doit faire une dizaine d'années, 10 ou 15 ans. Déjà? Oui, déjà. Oui. Le disque de chant scout? Vous savez, oui, comme oui. le temps Comme passe. le temps passe. Comme le temps passe. C'est fou. En tout cas, pour en finir avec les chants scouts, les cérémonies de mariage dans lesquelles les deux prévenus ont été scouts et les entendre dire devant tous, je m'engage, ça a une puissance magnifique. Oui, oui. Et ça permet à tous ceux qui chantent ou qui écoutent, eh bien, de se rappeler leurs propres engagements. Absolument. D'ailleurs... tous les jours de ma vie, je servirai, par exemple. Tous les jours de ma vie, je servirai. Tous les jours de ma vie, je servirai. Alors, ceux qui voudraient vous connaître en live, comme on dit en français, en vrai, eh bien, ils peuvent aller vous entendre parce que vous participez à ces instants sacrés qu'organise l'association Notre-Dame d'Euilly. C'est dans l'Aisne. C'est sa 3e édition de concert et c'est un concert qui est en l'église de Beaurieux, juste à côté de l'église d'Euilly, pour lequel ce concert sera donné puisque vous jouez gratuitement et le fruit de la quête sera fait pour restaurer le toit de l'église d'Euilly. Le directeur de l'association, vous le connaissez, c'est Hugues Losfeld, qui est un peintre décorateur qui vient souvent à cette émission et qui organise aussi chaque 15 août un extraordinaire spectacle
que les téléspectateurs connaissent aussi, puisque nous en faisons la publicité. Est-ce qu'il est nécessaire de prendre par les oreilles tous nos jeunes? Oui. Qui a dit, je crois que c'est Vialat qui avait dit que les hommes sont comme les lapins, ils s'attrapent par les oreilles. Alors c'est vrai que, vous voyez, même pour des étrangers, je pense à des légionnaires, ils peuvent, grâce aux livrets qui contiennent toutes les paroles des chants, eh bien, se familiariser, comme nous-mêmes, nous sommes familiarisés avec quelques bribes d'italien ou d'allemand, tout simplement en répétant la phonétique. Vous voyez, c'est déjà une chose. Une petite observation, vous parlez de Yi, nous déplaçons comme ça de temps en temps en province, nous sommes allés il n'y a pas très longtemps à Dijon. Oui. Il ne s'agit pas de concert, bien sûr. Hein. On parle plus de veillée, puisque à chaque soirée, si vous voulez, organisée, eh bien, les organisateurs prévoient quand même les paroles de quelques chants qui permettent au public de participer. Participants eh bien, de chanter avec nous. Ce qui décuple le bonheur. Ainsi, là j'ai prévu pour le 26 mai à 20h, donc sur le parvis de l'église de Beaurieux, s'il fait beau. Et puis on terminera dans l'église, alors là pour des chants plus spirituels. Mais j'ai prévu pour l'extérieur la Madelon auprès de ma blonde, sans brémeuse, la Madelon de la Victoire. Vous voyez, bon, c'est des chants qu'on n'interprète pas généralement dans les églises. Non. Ou sur le... Oui, ça c'est respectueux à vous de ne pas chanter n'importe quoi à l'intérieur des églises. On l'a fait à une certaine époque, mais finalement, c'est regrettable. Je pense. Puis ça a pris des proportions, ça devient maintenant... ça gêne beaucoup. Et le clergé. Les prêtres en ont marre qu'on chante n'importe quoi dans leur église. Oui. Et puis ça gêne le public catholique qui trouve que leurs églises, c'est pas le réceptacle de n'importe quoi. Et les chanteurs aussi sont quand même gênés. Alors tout le monde est gêné, alors autant le faire à l'extérieur. Vous avez tout à fait raison, Jacques. Alors, autre chant très, très étonnant, c'est le chant des paras, le plus grand, le plus important, le plus connu, Seigneur, donnez-moi. Ah oui, la prière de l'espérance Zienheld, qui fut mise en musique. Alors, la prière de l'aspirant Zienheld, qui est un... Qui était dans les Sas, en Libye, et qui a été tué lors d'une opération. On a retrouvé sur lui cette prière. Mon Dieu, donnez-moi, etc. Et elle a été mise en musique une première fois. Une première fois dans une version qui est totalement inconnue, qui était chantée par une artiste de cabaret, et mise en deuxième version sur l'air de la marche consulaire à Marengo. Alors maintenant, c'est celle qui est rentrée dans les mœurs, c'est qu'on va chanter, que les parachutistes chantent à la fin de la messe. Alors, est-ce que vous pouvez encore ça a tellement bien réussi. En direct, mais c'était pas prévu, ça va vous coûter cher. Je sais, moi, je suis une femme. Mon Dieu, donne-moi la tourmente, donne-moi la souffrance, donne-moi l'ardeur au combat. Mon Dieu, donne la tourmente, donne-moi la souffrance et puis la gloire au combat. Et puis la gloire au combat. Merci, c'est encore une fois toujours très, très impressionnant. Mais d'ailleurs, ces paroles sont un petit peu choquantes, vous ne trouvez pas? À part les temps qui courent, oui. Mais non, mais même d'une manière générale, j'ai connu peu de gens qui demandent... Donnez-moi la mort au combat. Enfin, la mort au combat, oui, ça peut se comprendre, mais alors, quand il dit qu'il ne veut pas la santé, il ne veut pas... vous comprenez? Oui. Tout homme, je pense, aspire à la santé, non? Et oui, mais... Moi, je trouve que pour les combattants, la prière de Charles de Foucault convient mieux. Oui. Mon père, donnez-moi. Vous voyez ce que je veux dire?
Mon père, mon père. Je trouve que ça correspond mieux à l'état spirituel de celui qui risque de perdre la vie. Oui, mais comme c'est un homme qui est mort, qui a écrit Oui, cette chanson, bien sûr. il l'a signé de sa mort. Il l'a signé. Alors d'ailleurs, il était. Alors son nom est marqué au monument aux morts de l'église Notre-Dame d'Auteuil. Et il est enterré sous le périphérique, enfin dans un vrai cimetière quand même, hein, sous le périphérique à la porte de Clichy. Oui. Pour ceux qui veulent aller. Alors l'Union nationale des parachutistes va faire des cérémonies. Mais c'est plus. Alors vous avez aussi réuni des chants de poilus qui sont très beaux. Et vous avez demandé à Jean Bourdier d'écrire un petit texte, et je trouve qu'il est très beau. Et cependant, il chantait. La France entière chantait dans l'enlisante boue des Flandres, comme sur la scène des cabarets parisiens, dans l'enfer de Verdun, comme dans les rues de Montmartre et de Belleville. Méconnaissables sous les casques cabossés, les poilus étaient quand même les enfants de cette belle époque, si durs aux miséreux, mais si promptes en même temps à laisser éclater sa gaieté. Mesurons leurs sacrifices et ne les oublions jamais. Ils étaient le meilleur de notre peuple et ils sont morts pour que nous vivions. Je trouve que c'est un très beau texte de Jean Bourdier. Oui, merci. Jean Bourdier. Alors, c'est une résurrection que vous entreprenez toujours. Oui, et puis c'est drôle que vous parliez de Jean Bourdier. Juste après notre petit morceau de Prière des parachutistes, parce que Jean Bourdier a écrit un livre splendide sur les sas anglais de Stirling. Oui. Alors, il a écrit beaucoup de livres, Jean Bourdier. Oui. Bien sûr. C'est un journaliste, hein, mais écrivain aussi. Voilà. Et grand écrivain. Oui. Alors, pour en finir avec la guerre, si je puis dire, on a un beau livre sur la guerre d'Indochine et d'Algérie, puisqu'il y a dedans tous les chants que les combattants d'Indochine, comme les combattants d'Algérie, ont chantés. Et ça, c'est très important et très émouvant. Et puis mais surtout dans ce et puis un texte alors c'est les poèmes de Roger Olindre et les avec sa voix que nous aimons tant. Donc les poèmes qu'il a composés pour la plupart en prison. Voilà sur en prison après la guerre d'Algérie. Oui, pendant la guerre et après la guerre d'Algérie. Et alors qui sont entrecoupés de chants, de chants, oui. C'est vraiment et de chants scouts, puisque Roger est scout et scout aussi, bien oui. sûr. Voilà. Alors, ce sont des CD à écouter dans la voiture. Vous partez pour un long trajet, vous allez retrouver grand-père et grand-mère de l'autre côté de la France. Vous fermez les écoutilles de la voiture et vous mettez les chants des chœurs montjoie et vous verrez que les enfants en resteront marqués et vous aussi. Et puis alors, il y a les chants sur la chasse. Oui. Est-ce que vous n'avez pas fait encore de CD sur les chants folkloriques les plus célèbres? Non, parce qu'on a eu peut-être l'idée à une époque de faire le Tour de France des hymnes à la Vierge, par exemple. Et si vous voulez, il y a quand même des groupes folkloriques bien vivants dans la plupart des provinces. Et on essaye de faire ce que les autres ne font pas. Oui, quand même, oui. Parce que ce serait. Des chants à la Vierge, vous en avez fait beaucoup? Des CD. On a fait des CD de rosaire. On a fait 2 CD de rosaire médité et un disque de chant de pèlerinage à la Sainte Vierge. Oui. Et vous arrivez des jeunes arrivent dans votre groupe? Parce que nous sommes jeunes, toujours jeunes, mais la relève arrive aussi? Oui, bien sûr. On a des jeunes, alors avec la difficulté de la jeunesse qui est assez instable. Alors ça va, ça vient. Voilà. Ça va, ça vient. Il faut leur apprendre. Alors ça fait un répertoire quand même de lourd. C'est lourd, je sais pas, 700 chants à peu près. 700 chants, oui. Donc alors beaucoup de gens aiment bien chanter, ça c'est un plus. Ceux qui viennent aiment chanter, c'est déjà ça. Mais alors après il y a une question de
de ténacité, quoi, sur le. C'est pas en 6 mois qu'on va apprendre le répertoire, quand même. Ouais, voilà. Parce que moi, ce que je peux dire quand même, c'est que ça fait presque 24 ans que je suis au chœur et qu'il me supporte. Et on peut rentrer au votre voix est chœur. très belle. Hein. On peut rentrer au Je chœur. comprends qu'il vous supporte parce que votre voix est très belle. Parce que je n'ai pas été enfant de chœur, je n'ai pas fait de scoutisme et j'ai pas fait mon service national. Vous voyez, Ça et fait beaucoup. j'ai quand même été accepté. Donc, vous voyez, ils sont quand même gentils. Oui, mais vous avez fait une formation. Vous vous êtes formé après. Oui, tout à fait. Oui. Bah, Mais vous savez, moi non plus, j'ai Ah, jamais été scout. J'ai pas été soldat. Et j'éprouve à écouter vos chants beaucoup, beaucoup de bonheur. C'est gentil, merci. Très gentil. Et j'ai pu constater que dans une époque où on entend que, la plupart du temps, que du rap, que du rock extrêmement agressif, réentendre ces chants qui viennent du plus profond de la France vous met dans un état de sérénité et de bonheur parce qu'en fait, vous retrouvez ces rythmes anciens. Ces rythmes qui ont fait marcher tous nos pères et nos grands-pères, Marcher, prier, travailler. Marcher, prier, combattre. Oui, oui. Et c'est vraiment... c'est essentiel et votre œuvre est donc d'importance. Venez les écouter, tous ceux qui habitent dans l'Aisne ou tous ceux qui ont des amis dans l'Aisne, eh bien prévenez-les, samedi 26 mai à 20h en l'église de Borieux pour la réfection de l'église d'Euilly. Et important, si vous voulez acquérir pour ces départs prochain en vacances, eh bien, vous écrivez 266 avenue Daumesnil, 75 012 Paris, Société de diffusion du chœur Montjoie Saint-Denis. Et puis, pour faire votre choix, donc parmi 31 CD, eh bien, vous tapez sur Internet chœur-montjoie.com. Merci beaucoup à tous les deux et merci d'avoir chanté sans filet. Merci à vous, madame. Merci à vous. C'est une première dans l'émission et j'en suis C'est très gentil. heureuse.